Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Merci de vous être levés pour être là ce matin. Alors, en tant que fidèle lecteur des baromètres amicales, vous n'êtes pas sans ignorer que 97% des entreprises mécènes ont moins de 100 salariés. Les TPE et les PME représentent un tiers des dons émis par les entreprises. On comprend vite pourquoi l'ancrage territorial est un levier majeur dans les stratégies de mécénat. Quasiment 9 entreprises mécènes sur 10 soutiennent des projets locaux, avec une progression de 12 points en 2 ans. On constate également que les entreprises souhaitent de plus en plus agir en coalition. Les chiffres et les retours de terrain nous éclairent sur la voie de développement du mécénat. Il se joue en équipe et à domicile. Et c'est d'ailleurs une tendance qui se développe en France. Pour accompagner cela, Amical a d'ailleurs créé en 2021 un parcours d'incubation de mécénat collectif local. Entendez par là un groupement d'acteurs d'un même territoire qui met en commun des ressources pour soutenir de manière collégiale et pérenne des actions d'intérêt général local. L'idée, c'est d'accompagner la création de ces dynamiques qui demandent des expertises spécifiques et de l'ingénierie de projet. Alors, quand on a lancé les appels à candidature, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de recensement de ces initiatives en France. Donc, rapidement, s'est dessinée l'envie de les identifier, les analyser et distinguer les territoires qui étaient déjà outillés que ceux qu'il serait bon d'aller développer. Avant l'été, nous avons lancé une étude que j'ai eu le plaisir de piloter aux côtés de la coalition et de Hélène Pagrimaud. Vous les rencontrerez tout à l'heure durant les différents temps d'échange. Et pour repérer par des recherches, connaître par des interviews, comprendre par des croisements ces dynamiques et en faire ressortir une cartographie qui est encore en création et en mouvement. On va pouvoir la voir apparaître à l'écran. Alors sachez que vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette cartographie sur le site du Mécène Forum. Et si vous constatiez quelconque manque, n'hésitez pas à revenir vers moi. L'idée, voilà, c'est de faire vivre cette cartographie en fonction aussi des retours, des rencontres et des nouvelles créations. Donc on va se focaliser sur la région, mais on a recensé au total une 50aine d'initiatives positionnées sur cette carte. Et en parallèle, nous construisons une base de données commune pour arriver à des livrables d'ici 2026. Donc si on regarde par exemple à Dunkerque, en fait, les initiatives sont classées par statut juridique et vous pouvez, quand vous cliquez, avoir les premières informations qu'on a commencé à renseigner et accéder directement sur le site du collectif en question avec des premières infos sur la typologie des mécènes, le nombre de mécènes, les subventions redistribuées, des premières infos sur la gouvernance. Voilà, on est en train vraiment de nourrir cette carto qui vient tout juste d'être débutée et qui est en accès libre. Donc, comme je le disais, elles sont classées par statut juridique, à l'intérieur desquels on peut retrouver les fondations territoriales. Et c'est justement là qu'on va s'arrêter ce matin. Et pour ça, j'aimerais qu'on revienne un peu aux origines, et je vous propose un petit éclairage historique. On va aller dans l'Ohio, à Cleveland, en 1914, où là, grâce à l'engagement d'un éminent avocat et banquier, figure de la philanthropie, et pourtant laissé trop souvent dans l'ombre, Frederick Harris Goff. Alors, quand il prend ses fonctions de directeur de banque, il est face à une aberration. Alors que la population souffre, que les besoins sociaux sont immenses, il découvre qu'il y a des fortunes qui sont inutilement gelées dans des fiducies retenues dans des missions obsolètes. Goff cherche alors à éradiquer ce qu'on appelle cette main morte de la philanthropie organisée, où les dollars de bienfaisance sont piégés sous l'emprise des legs. Et au-delà de ça, lui est venue cette folle idée, regrouper les ressources caritatives des Clevelandais de tous horizons, vivants et décédés, au sein d'une seule et même grande fondation permanente, administrée pour le bien de la communauté. Les revenus de cette fondation seraient redistribués par un organisme ad hoc, un comité de distribution indépendant de la gouvernance.
Il imagina une structure capable d'adapter les dons aux besoins évolutifs de la communauté, tout en collant au plus près des vœux des donateurs. C'est ainsi qu'est née la première fondation communautaire, dotée et gérée par les membres d'une communauté au profit de la communauté. Alors, il faut savoir qu'il y avait derrière cela une stratégie révolutionnaire. Il voulait avant tout découvrir les causes de la pauvreté et de la criminalité et proposer des solutions concrètes. Première étape, il lança une vaste étude socio-économique en faisant appel à des experts de renom. Alors déjà, ça permettait une première contribution immédiate dans la collectée, et également, ça constituerait un guide indispensable pour la redistribution une fois que les dons seraient arrivés. Un engagement en faveur de la recherche-action pour asseoir son rôle de décideur civique, de solutionneur de problèmes. Il faut savoir que les études sur l'éducation et la justice ont fait référence et ont donné notamment lieu à des réformes progressistes. Goff aspirait avant tout à éradiquer les causes des maux de la société et non pas simplement à en atténuer les symptômes. Et parce que l'amélioration de la société est un processus permanent, Fred Goff créa un concept disruptif, à la fois stable et flexible. Les fléchages des dons suivraient les besoins du territoire et de ses habitants. Les prises de décision seraient démocratiques. Et la philanthropie ne serait plus l'apanage des riches. La Cleveland Foundation est la première fondation communautaire au monde et l'une des plus importantes aujourd'hui, avec des actifs de 2,8 milliards de dollars et des subventions annuelles de plus de 100 millions de dollars. Le concept de Goff avait fait largement référence et s'était propagé à l'international, d'abord au Canada. Et pour maintenant, un siècle après sa création, on compte aujourd'hui plus de 1800 fondations communautaires dans le monde. Il n'est donc pas étonnant qu'en 2001, le magazine The Chronicle of Philanthropy ait cité la création de la fondation de Cleveland comme l'un des 10 événements majeurs qui ont façonné le monde associatif du XXe siècle. Alors, aux USA, c'est vrai qu'il s'agit plus d'une démarche individuelle, alors qu'en France, c'est plus une démarche qui vient des organisations, et on parle de fondation territoriale. Alors, si on compare aussi, la part des dons des entreprises en France, c'est 42%, aux USA, c'est seulement 6%. Donc, on est sur vraiment des modèles différents. Et donc, on va revenir sur ces fondations territoriales qui restent encore un peu nébuleuses pour beaucoup d'entre nous. Déjà, on entend ce qu'on ne voit pas forcément. On entend fondation, et derrière, vous allez le voir, il y a différents statuts juridiques. Des fonds de dotation, des fondations sous égide, des fondations reconnues d'utilité publique, des associations. Il s'agit d'un concept et non d'une forme juridique. Et on va essayer de décrypter tout ça avec les membres de la coalition dédiée. Et pour cela, donc, j'appelle Delphine, Timothée, Benjamin. Alors, c'est comme vous voulez. On m'a dit que c'était la Fashion Week, donc soit on utilise le catwalk, soit on s'assoit. C'est comme vous le préférez. Donc Delphine, alors je vais donner un micro. C'est mieux. Donc d'abord, c'est Delphine van der Voorde qui représente la Fondation de Lille, qui a été créée en 1997. Et la Fondation de Lille, c'est la première fondation territoriale créée en France. C'est une fondation multicause, reconnue d'utilité publique et abritante. Delphine, est-ce que tu peux justement nous raconter comment s'est créée cette coalition des fondations territoriales en France, quelle en est la genèse, et nous expliquer aussi un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept? Alors, je vais vous redonner des éléments de contexte, d'abord sur l'arrivée du concept. Vous m'entendez là? Voilà. Donc je vais vous donner des éléments de contexte pour comprendre comment le modèle anglo-saxon des Community Foundations est arrivé en France. Perle a parlé effectivement de la première fondation communautaire qui a été créée aux États-Unis. Et ces fondations très rapidement ont quitté le monde anglo-saxon pour arriver en Europe. Et c'est au début des années 2000 que ces fondations se sont fortement développées,
dont en France, et on va en parler aujourd'hui. Et on compte en Europe actuellement 800 ou 850 fondations, enfin, Community Foundation, j'aime pas employer la version française qui pourrait faire débat en France, pour des raisons que vous comprenez. En 2008, au sein du Centre français des fonds et fondations, la déléguée générale à l'époque m'a dit, tu sais, les fondations, comme la Fondation de Lille, il en existe ailleurs. On était une fondation un peu atypique, puisque on est une fondation qui réunit à la fois des acteurs privés et publics. Et pour une fondation reconnue d'utilité publique, alors je vous parle de ça, l'initiative, c'était à la fin des années 80. C'est Pierre Mauroy qui a eu l'initiative de créer cette fondation. Et la fondation de Lille est arrivée 10 ans après, le temps de constituer un capital et puis de montrer qu'elle était apte à mener des actions d'intérêt général sur son territoire. À l'époque, c'était le Nord-Pas-de-Calais. Et les caractéristiques de la fondation de Lille, c'était d'être effectivement multicause, d'avoir des partenaires privés et publics, d'agir sur un territoire, mais aussi de se faire l'écho de la générosité des gens du Nord en menant des actions de solidarité internationale. Et donc, pour revenir à l'histoire des fondations territoriales, en 2008, Béatrice de Durfort m'a dit « On va aller voir au Canada ce qui se passe et tu vas voir, il y a des fondations qui ressemblent un peu à la tienne. » Alors, on n'était pas sur les mêmes flux financiers. Hein. J'ai entendu les budgets tout à l'heure de la Cleveland Foundation, on n'est pas là. Et on a mené donc cette première étude en 2008 pour aller vite, parce que j'ai pas un temps de parole énorme. On a travaillé sur une publication. La première publication qui a été éditée en France, elle a été par le Centre français des fonds et fondations, qui est aujourd'hui représenté par Benjamin. Et la deuxième étude qui est sortie, c'est en 2021, à l'initiative donc de la Fondation des Territoires, la Fondation de l'Île-le-Rameau, financée par le fonds ODD 17. Et en 2021, c'était surtout un rapport d'étonnement. On se disait, mais pourquoi les fondations territoriales ne se développent pas plus que ça en France ? Et en 2022-2023, la Fondation de Lille a été interpellée par une fondation internationale qui nous a proposé de participer à un programme qu'on appelle le programme Citizen to Citizen, C2C, et dont le but était de développer les fondations territoriales en France, d'abord de les repérer, combien il y en a en France, deuxièmement de faire de l'interconnaissance et puis de créer un réseau actif d'échange de bonnes pratiques, etc. Et donc en avril 2023, nous avons lancé ce premier réseau. C'est un réseau entre pairs, puisque je rappelle que la Fondation de Lille est une fondation territoriale. Elle abrite aussi des fondations territoriales, mais c'est avant tout une fondation territoriale. Et donc depuis avril jusqu'à maintenant, on a fait 25 réunions à peu près. Et on s'est dit, la Fondation de Lille toute seule ne peut pas réussir à développer ces fondations. C'est un travail collectif et il y a de grands acteurs en France. Je pense à la Fondation de France, à la Fondation FAS, l'ANMICAL. Tu as parlé de l'incubateur territorial tout à l'heure. Évidemment, le Centre français, la Fondation des territoires, le Rameau. Nous nous sommes réunis et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on partage de l'information et qu'on essaie de réfléchir collectivement à la façon dont on pouvait aider ces fondations territoriales qui sont... alors, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de statut juridique à la fondation territoriale. C'est une dénomination. Et je dirais tant mieux qu'il n'y ait pas de statut juridique, puisque ce sont des initiatives qui émanent du territoire. Donc vous verrez dans les témoignages qui vont venir après qu'il y a beaucoup de modèles de fondations territoriales, même si elles se regroupent derrière des caractéristiques que Timothée rappellera tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'est née la coalition. Donc de ce programme européen, je vais dire, puisque le programme C2C est coordonné par le Centre européen des fondations communautaires et on travaille avec l'Espagne et le Portugal. Voilà, ça permet de faire de l'échange de bonnes pratiques et puis de se dire que c'est pas qu'en France qu'il se passe des choses et qu'il se passe des choses aussi en Europe avec ces fondations territoriales. Et il faut rappeler que c'est la crise sanitaire qui a révélé les fondations, les community foundations en Europe, parce qu'elles ont su agir en tant que facilitateurs, en mutualisant des fonds privés et publics pour venir en aide aux populations, puis à l'époque, au moment du Covid, faire appel, soutenir les associations, etc. Voilà, je peux peut-être m'arrêter là pour laisser la parole. Merci Delphine.
Donc, Benjamin, tu représentes le CFF, le Centre français des fonds et fondations, qui a pour ambition de rassembler et représenter l'ensemble des fondations et fonds de dotation français. Il soutient leur création, accompagne leur professionnalisation, valorise leur contribution à l'intérêt général. Il joue un rôle actif de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Il favorise également une communauté vivante où les membres peuvent échanger, partager leurs pratiques et coopérer sur des initiatives communes. Merci Perle, bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans cette coalition? Je vais peut-être commencer par là. Le Centre français des fondations, effectivement, c'est un observateur de ce qui se passe sur les fonds et fondations. Et ça fait longtemps, effectivement, qu'on s'intéresse à la question de l'action dans les territoires des fonds et fondations. Bon. Il y a eu effectivement un certain nombre de publications. Il y en a une dernière que vous pouvez consulter qui date de janvier 2025, qui est Fondation et Territoires, qui fait un peu le point sur toutes les initiatives qui se passent dans les territoires. Et je dis bien toutes les initiatives parce qu'on va au-delà du sujet dont on parle aujourd'hui, qui est celui du fondation territoriale avec un modèle bien spécifique. Vous pourrez le regarder, mais on parle aussi de ce que font les fondations nationales qui veulent avoir une action territoriale, de ce que font les fondations qui sont sur plusieurs territoires, etc., etc. Donc il y a une foultitude de modèles qui sont décrits et de modes d'action qui sont décrits. Juste pour vous donner quelques éléments, on est quand même sur un phénomène intéressant. Vous avez 7800 fonds et fondations en France, administrativement déclarés. Quand on travaille avec nos amis de la Fondation de France, on voit que en fait, ceux qui sont réellement actifs, on est plutôt entre 5005 et 5008. Là-dedans, vous en avez une moitié qui ont leur siège social en dehors de l'Île-de-France. Et vous en avez 1 sur 7, ce qui est finalement assez peu, qui déclarent avoir une action territoriale. Voilà. Alors c'est assez peu parce que certaines de ces fondations, comme elles ont leur siège social en région, elles ont déjà une action qui est très ancrée dans le territoire. N'oubliez pas que dans les fondations, il n'y a pas que des fondations qui sont liées à la philanthropie, il y a aussi des fondations qui sont des quasi-services publics. Je pense par exemple à des hôpitaux ou à des EHPAD qui peuvent être en région. Si vous avez un de vos grands-parents qui doit être dans un EHPAD dans une région, ça peut être dans le cadre d'une fondation qui n'agit que localement, qui vivra assez peu de la philanthropie, mais qui sera par contre quasiment devenu un service public, alors qu'il s'agit au départ d'une initiative privée, philanthropique, qui s'est ancrée sur le territoire. Donc on a beaucoup cette réalité-là qui est présente. Mais finalement, quand on regarde les fondations territoriales, le modèle dont on parle aujourd'hui, qui est effectivement d'inspiration un peu anglo-saxonne, qu'on adapte depuis maintenant quelques années en France, on voit qu'on est sur un modèle où on a, suivant la définition plus ou moins large que l'on prend, on va être entre 25 et 50 fondations territoriales en France, ce qui paraît assez faible. Pourtant, et c'est là que nous, CFF, on intervient dans cette coalition, ça nous semble être un modèle extrêmement intéressant parce qu'il y a plusieurs caractéristiques qui sont bienvenues et une urgence. Les caractéristiques, j'en donnerai 2. La première caractéristique, c'est que un territoire, ça n'existe pas. Un territoire, ça n'existe pas. Il y a des territoires. Voilà, la réalité d'un quartier populaire, c'est pas celle d'une ville moyenne. Une ville moyenne, elle n'a pas la même réalité suivant qu'elle est dans un endroit touristique avec un peu de revenus versus une autre ville moyenne qui peut être dans un endroit désindustrialisé où il n'y a plus de travail. Et je ne parle même pas de l'ultra-ruralité qui est encore dans une autre réalité. Donc un territoire, ça n'existe pas et il faut effectivement à chaque fois être en capacité de s'adapter. Ce qui est très intéressant, et on le voit, et Admical peut confirmer ça, puisque c'est effectivement leur champ d'observation, c'est qu'on voit qu'il y a des vraies volontés d'agir au niveau local qui existent, tant de la part des entreprises, qui flèchent leur mécénat très massivement vers du local, que des élus locaux. Les élus, vous avez beaucoup d'élus qui sont en recherche de solutions et qui aujourd'hui se disent l'initiative privée au secours de mes sujets d'intérêt général, oui, allons-y, pourquoi pas, réfléchissons. On a beaucoup ce genre de dynamique. Et le deuxième sujet qui est extrêmement intéressant, c'est que les fondations territoriales, les fondations même de manière générale, j'allais dire, c'est quand même un objet du futur. Ce n'est pas un vestige du passé, la fondation. Ce n'est pas quelque chose qui reste parce que fut un temps, ça a été créé, puis maintenant, on ne sait plus trop ce que c'est. C'est un vrai objet du futur. Moi, je considère qu'une fondation d'intérêt général
à but non lucratif. C'est une initiative privée qui trouve tout son sens parce que c'est sans doute la meilleure organisation juridique pour réussir à faire la médiation entre des acteurs qui sinon auraient du mal à se parler. Je parle des citoyens, je parle des collectivités, je parle des entreprises et je parle des associations. Et donc là, on a un formidable terreau d'initiatives, d'inventions, d'innovations. Et ça tombe bien, parce que je finis par l'urgence. C'est aussi pour ça que nous, on est là. C'est que quand même, il faut bien se dire que s'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on agisse aujourd'hui, on en est tous d'accord, mais on sait qu'on est en situation de crise, mais rappelons-nous qu'une crise, c'est aussi une opportunité. C'est le moment d'aller agir dans les territoires. On a quand même face à nous beaucoup de gens qui sont dans une situation de déshérence. On a un discours assez dramatique sur la situation des territoires, et en particulier les territoires ruraux, avec un sentiment d'abandon, avec un sentiment d'éloignement des services publics. Je pense à la santé, bien entendu, mais il y en a plein d'autres, comme les transports, comme l'accès aux études. Et c'est là où on a absolument besoin, avec les acteurs publics et avec les entreprises, de réinventer des solutions qui ne pourront pas partir de Paris et descendre sur les territoires. Ça ne marche pas. Il faut effectivement qu'on les invente en local. Et moi, je trouve que là, on a effectivement beaucoup de place pour développer ce sujet. Les fondations territoriales sont un modèle qui doit être développé et sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Donc c'est le sens de cette coalition. Ce n'est pas pour faire la leçon à tout le monde, c'est juste pour dire, OK, comment on peut essayer de travailler à vous aider, vous qui avez envie de développer des actions, à avoir ces modèles sur vos territoires. Merci. Ce sera un retour vers le futur. On va voir avec Timothée justement quelles sont les caractéristiques qui encadrent ces fondations territoriales et quels sont les premiers enseignements tirés de cette coalition. Donc Timothée, tu représentes FAS, Fondation Reconnue Publique, qui est aussi abritante, qui œuvre depuis plus de 30 ans dans la lutte contre toute forme d'exclusion, de discrimination et de pauvreté. Elle mobilise l'engagement des entreprises et de leurs salariés pour mettre en œuvre des projets en faveur de l'éducation et l'orientation choisie, l'emploi, l'insertion professionnelle, la médiation, l'accès aux droits, et développe des actions en faveur de la transition écologique solidaire. Présidée par Jean Castex, elle est représentée dans les territoires par ses 43 clubs locaux, 31 fondations abritées. Elle agit avec dans plus de 70 départements et accompagne chaque année plus de 400 000 personnes vulnérables. Oui, bonjour à toutes et tous. Nous, chez FAS, on était très heureux de cette initiative. On est content d'y avoir été associés, parce que les territoires, c'est dans notre ADN depuis 32 ans, tu l'as dit. Et pour une raison aussi très simple, c'est qu'on est convaincu que c'est là que se passent les actions de solidarité. Et par ailleurs, je tiens à saluer le caractère très transpartisan de cette initiative. Et pour moi, elle est inédite, puisque c'est la première fois que des acteurs qui, sur le champ de l'abri, sont concurrentiels, il faut quand même se le dire, sont concurrents, se mettent d'accord pour travailler sur ce sujet. Et c'est pas pour rien, comme l'a dit Benjamin, on a un modèle français un peu jacobiniste qui souvent a tendance à oublier les territoires. Donc je pense que, j'espère en tout cas qu'au moins une des ambitions de ce travail, c'est de faire avancer un peu la cause des territoires. Alors il y a beaucoup de sujets sur lesquels on était d'accord, d'autres sur lesquels on était un peu moins d'accord, mais en tout cas ce qui ressortait quand même, c'est des caractéristiques, je reprends mes petites notes pour être exhaustif, des caractéristiques assez communes. Le premier, c'est sans trop de surprise, l'ancrage local et le périmètre. Bon, ça c'est assez logique. Et très vite, évidemment, le caractère collectif et protéiforme des acteurs que permet de coaliser la fondation territoriale. Donc évidemment, les entreprises locales, les acteurs publics locaux, et puis les associations et les parties prenantes des territoires au sens large. On était un peu moins d'accord, mais on est tous quand même tombés d'accord sur la notion de multicause. En fait, l'idée d'une fondation territoriale, elle n'est pas forcément d'être ciblée comme peut l'être une fondation d'entreprise sur un sujet en particulier, puisqu'en fait, au fond, ce qui compte, c'est l'intérêt public local, l'intérêt général local, et en fait, au fond, la réponse à des besoins sociaux locaux vécus. Et en fait, je crois que c'est ça aussi une des caractéristiques qui est les plus intéressantes et qui permet peut-être d'être un peu plus dans le concret, avec aussi une notion d'impact qui est peut-être un peu différente de quand on voit les choses depuis Paris. La notion de soutien et de soutien indirect aux initiatives locales, elle était aussi très importante. Et puis l'engagement avec les acteurs de proximité. Un autre élément qui était très important, c'est la question de l'action dans la durée. Le fait que ce soit local et donc très ciblé sur les besoins des gens, l'objet social des fondations territoriales, permet aussi, et ça on en fait tous et toute l'expérience, on l'a beaucoup partagé, de durer. Et un bon exemple, c'est qu'on a plusieurs exemples, notamment chez FAS. Nous, on accueille près de 20% des fondations territoriales de France.
France, c'est que les fondations territoriales survivent aux alternances politiques, même quand les acteurs publics locaux, notamment les communes, ont été à l'origine de leur fondation, enfin de leur création. Et ça, c'est très intéressant. Ça prouve que ce n'est pas un objet qui est politique, c'est un objet qui dépasse de très loin, même si une impulsion politique est très souvent nécessaire, et ce n'est pas un gros mot de parler de politique, mais se dire qu'on a réussi à faire la preuve de l'utilité sur un territoire et de rendre le projet durable. Ça, c'est aussi intéressant. Et puis la notion aussi de tiers de confiance et de facilitateur pour mettre de l'huile dans les rouages sur un territoire, c'était aussi très important. Donc ça, c'est une forme de définition à laquelle on est parvenu. Donc vous verrez des petites publications sur le sujet dans quelques temps. Et on espère contribuer aussi au débat et peut-être à des idées de création de nouvelles fondations territoriales, même si l'idée, évidemment, pas de poser un cadre ferme et normatif, ça donne des repères. En tout cas, ça permet de savoir sur quoi on s'appuie. Et puis, on s'est aussi posé la question de sur quel capital, justement, on s'appuie dans les fondations territoriales, et puis peut-être les axes d'amélioration, les axes de travail, de progrès qu'on pouvait aussi développer. Le premier axe d'intérêt pour nous, c'était justement cette notion de confiance, de légitimité. C'est vrai que je pense que le contexte actuel nous fait voir que la confiance dans les acteurs nationaux, notamment politiques, elle est quand même extrêmement faible, et que ceux qui résistent, on le sait, c'est les élus locaux, c'est les entreprises locales, c'est les PME et TPE. Eh bien, c'est pas pour rien. Sachons aussi nous appuyer sur cette force et sur la confiance que les citoyens ont dans les acteurs locaux pour leur donner aussi toute leur place, toute leur force dans la constitution de projets de solidarité au niveau local. Le caractère décloisonné aussi nous a semblé très intéressant, car il permet aussi de faire peut-être davantage collectif. Et puis, encore une fois, cette capacité à répondre aux besoins locaux, c'est aussi derrière, en fait, non seulement la pertinence des projets, mais aussi la notion d'efficacité, très clairement. Quand on est en direct avec les besoins des gens, et je pense que les fondations territoriales qui interviendront après nous s'en feront un meilleur relais, on est évidemment plus pertinent. Quelques axes aussi d'amélioration pour terminer par là. La première chose, c'est évidemment la pédagogie. C'est très important qu'on en parle aujourd'hui. C'est quand même assez dingue de se dire on en a recensé 25 en France des fondations territoriales. C'est très peu sur les... Même si on garde ton petit chiffre, Benjamin, de 5800 actifs, c'est quand même vraiment très peu quand on voit tout l'intérêt que peut porter le modèle de la fondation territoriale. Donc déjà, parlons-en, faisons-le connaître. Deuxièmement, assumons peut-être de poser un cadre un peu plus précis qui permettra de sécuriser un certain nombre d'acteurs, notamment les acteurs politiques qui parfois s'autocensurent, se posent des questions, beaucoup de questions sur la question de conflit d'intérêts. J'ai envie de dire tant mieux. Pour autant, il ne faut pas que ça constitue un frein à l'action. Aidons-les aussi à créer des modèles économiques. C'était aussi un point de fragilité qu'on a identifié, évidemment, puisque les montants qu'on lève au niveau local ne sont pas forcément ceux qu'on peut retrouver au niveau national. Donc, quelle typologie et quels standards on peut proposer pour maximiser les levées de fonds au niveau local et donner toute leur place aussi et leur responsabilité aux acteurs, notamment privés, au niveau local. Et puis la question de l'accompagnement des gouvernances, elle est très importante parce qu'on a évidemment, il y a la question de l'engagement bénévole au sein des COMEX, ça c'est très important, mais aussi comment on les sécurise, comment on les accompagne pour prendre toute leur place de façon sécurisée dans ces modèles-là. Donc voilà un peu les enseignements, et on espère pouvoir aller plus loin aussi dans le plaidoyer auprès des acteurs nationaux sur ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, on l'aura compris, les fondations territoriales, il s'agit d'un modèle innovant, mouvant, agile, qui agit comme un facilitateur, un tiers de confiance et un traducteur aussi, je dirais, entre les besoins d'un territoire, les enjeux d'entreprise, les défis associatifs. Et on va essayer de mettre tout ça en lumière et en mouvement avec 3 personnes qui gèrent l'opérationnel de ces fondations territoriales. Donc, je vous remercie tous les 3. Vous avez également dans la salle d'autres personnes membres de la coalition qui sont prêts à vous répondre. Donc Cécile, justement, qui est là. Je crois qu'on a vu les visuels tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas, pendant les temps aussi de networking, à aller vers nos intervenants pour continuer la discussion. Voilà. Merci. Donc j'appelle Hélène Pagrimo, Isabelle Will et Tania Kali. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Donc, on va commencer par votre ordre d'arrivée. L'idée, c'est d'abord d'apprendre qui vous êtes, quel territoire vous représentez, et comment ? Oui, c'est toi, Hélène, qui va commencer.
Donc vous nous présentez déjà voilà, vos fondations territoriales, vos territoires, les premiers enseignements, en fait, qu'on échangera ensemble, et d'abord une première présentation de vos structures et de vos territoires. Bonjour à tous. Donc, moi, je représente donc la Fondation territoriale de la Vienne, qui est une très jeune fondation qui a 2 ans seulement, en septembre. Là, on a eu notre lancement il y a 2 ans. C'est une fondation qui s'est créée à l'initiative de dirigeants de TPE-PME, donc de petites structures. Dans la Vienne, de toute façon, ça peut être que des dirigeants de TPE-PME, parce qu'on n'a presque pas de TI, et on a très peu de sièges de grands groupes. On a des grands groupes, mais très peu de sièges, donc voilà. Et on s'est créé grâce à un collectif de dirigeants qui sont plutôt, pas tous, mais issus du CJD, qui se sont dit, au lieu de travailler sur notre développement personnel cette année, est-ce que ça vous dirait de travailler sur un projet pour le territoire? Et il y en a 10 qui ont suivi et ils se sont fait accompagner parce qu'ils se sont dit, mais on va partir comment? Donc ils ont appelé l'ANMICAL et en fait, la Vienne a servi de pilote à l'incubateur que maintenant tous les territoires peuvent solliciter. Et donc, ils ont eu cette structure d'accompagnement qui a permis de les guider dans cette démarche et ça aboutit à la volonté de créer une fondation territoriale. Et après, du coup, moi, je suis arrivée pour continuer d'animer ce collectif et de faire grandir cette dynamique. Et donc, la Fondation territoriale de la Vienne, elle est multicause, elle est abritée par la Fondation de Lille. Et elle a choisi d'agir sur des thématiques. Et en fait, on a tout de suite été voir le public et on a tout de suite été voir le département, la ville de Poitiers, la préfecture, en se disant, en fait, on veut être une fondation territoriale. Nous sommes dirigeants d'entreprises économiques, on sait faire tourner nos boutiques, mais on n'est pas sachant sur les fragilités du territoire. Et nous, on veut avoir de l'impact sur le territoire. Donc on va aller chercher les acteurs du public et main dans la main, on va essayer de voir où sont les fragilités, analyser les diagnostics territoriaux dont ils sont détenteurs et dont ils ont les compétences. Un département a la compétence solidarité, donc il a quand même un certain nombre de données pour travailler et ensemble, on décide de quelles sont les fragilités sur lesquelles on veut agir. Le diagnostic, voilà, c'est quand même la base et le démarrage des réflexions. Une fondation territoriale, outre tout ce qu'on vient de se dire, elle doit agir sur les vraies fragilités du territoire. Et c'est pas un dirigeant d'entreprise. Enfin, en tout cas, eux se sont pas posés en sachant. Ils se sont dit, on va redescendre en termes de et on va aller voir les gens qui savent et on va faire main dans la main. Et en fait, ça fait partie de ce travail des dynamiques de territoire, de se dire comment on travaille tous ensemble, en fait, comment on coopère et qu'on va à une étape vraiment plus loin. Et c'était assez logique pour eux, en fait. Voilà. Merci, Hélène. Isabelle. Oui, bonjour à tous. Donc, Isabelle Houil, donc déléguée générale de la Fondation du Nord. Donc, je suis un peu la locale de l'étape. Merci à l'ANMICAL de nous avoir permis de présenter notre modèle de fondation territoriale. Et merci à la Fondation de France, notre fondation abritante, de nous avoir choisis. Il y a plusieurs fondations territoriales sur le territoire. Nous sommes 5. Et donc, c'est la Fondation du Nord qui, par ma voix, s'exprime aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a autant de fondations territoriales que de fragilité locale, que d'envie d'agir, etc. Alors, nous, comment nous sommes nés? Alors, nous sommes nés de la volonté de la puissance publique, donc de la collectivité départementale et du président du département, il y a 7 ans, 2018, qui avait, donc, dans le cadre des politiques publiques mises en œuvre, donc, ça a été dit, le département et chef de file de l'action sociale, avait mené des rapprochements avec le monde économique, notamment pour les politiques liées au retour à l'emploi et aux allocataires du RSA. Donc un certain nombre de connexions avaient été mises en œuvre pour ces politiques publiques. Et donc l'idée était d'aller encore plus loin et de pouvoir encore faire bouger les lignes et de créer un espace de dialogue, d'action pour agir sur le champ des solidarités. Donc nous, on était évidemment sur le retour à l'emploi, puisque dans le Nord, c'est donc 90 000 allocataires du RSA, mais aussi sur les problématiques de l'autonomie, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, et également les publics les plus fragiles comme les jeunes de l'aide sociale à l'enfance.
20 000 jeunes dans le département du Nord font l'objet d'une mesure de protection sociale. Et donc, il est important qu'entre acteurs, on puisse les accompagner au-delà de ce que peut mettre en œuvre la collectivité à elle seule. Donc la Fondation du Nord, elle est partie d'une impulsion de la collectivité. On a donc regroupé un cercle de chefs d'entreprise qui avaient envie de s'engager pour le territoire, donc 9 fondateurs. Aujourd'hui, elle est présidée donc par Mathias Povs, qui est le directeur client et territoire d'Enedis. Donc c'est un chef d'entreprise qui préside la Fondation du Nord. Le département met en œuvre des moyens pour faire fonctionner la Fondation, des moyens humains. Et quand les entreprises... Sous forme de mécénat de compétences, par exemple, Pardon ? Sous quelle forme En fait, le service mécénat du département du Nord collabore pour une partie de son temps de travail pour animer la Fondation. Il n'y a pas de salariés à la Fondation du Nord. Donc, c'est les personnes du service que je dirige, donc mécénat grand partenariat, qui assument des missions. Donc mission de délégué général, mission d'accompagnement de projet ou mission de communication. Donc tout ça, c'est très encadré par des conventions. Il y a pas mal d'ailleurs de départements, de collectivités qui m'appellent pour savoir comment on s'y est pris, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais bon, je voulais rassurer et puis donner envie aussi à toutes les collectivités qui ont envie de se lancer dans ce modèle. On est vraiment la combinaison finalement des expertises sociales portées par la collectivité et les envies d'agir d'acteurs économiques pour leur territoire et de bien sûr intervenir très localement en fonction des problématiques, des diagnostics territoriaux. Aujourd'hui, donc, on a pu accompagner 88 projets. C'est 2,8 millions d'euros qui ont été levés pour soutenir ces projets, donc de différentes formes. Et ça, je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, une fondation innovante quant à sa gouvernance publique-privée, mais innovante aussi dans ses modalités d'action. Et je pense que c'est intéressant avec cet outil de fondation territoriale, c'est qu'on invente ensemble le modèle. Rien n'est figé. Il y a vraiment beaucoup de souplesse pour pouvoir s'adapter aux caractéristiques locales, s'adapter aussi au contexte qui évolue. Donc c'est vrai qu'au départ, on était plutôt fixé sur un accompagnement en investissement de façon complémentaire aux autres aides accordées. Aujourd'hui, on évolue aussi et on se dit qu'on peut aussi aller vers de l'accompagnement sur du fonctionnement ou dans la durée, etc. Donc tout ça, ça se fait dans la concertation, dans cet espace de dialogue qu'est la Fondation territoriale. C'est vrai, qui est un vrai laboratoire finalement d'expertise et d'expérience qui est encore en construction. C'est toute la magie aussi de ces modèles. Tania. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Tania Kali, je suis déléguée générale de la Fondation Cannes, qui est une fondation sous l'égide de la FAS, qui a été créée en 2017 à l'initiative de la mairie. Donc d'élus et de chefs d'entreprise présents à Cannes, mais qui pour certains sont de grandes entreprises nationales qui ont des sièges à Cannes. Donc l'objet en fait de création de cette fondation, c'était de venir en complémentarité de projets portés par des associations cannoises qui étaient subventionnés, mais pas suffisamment. Donc, c'était d'aller chercher des fonds privés. Donc, c'est une fondation qui ne fonctionne que sur des fonds privés pour venir en complément ou pour soutenir des besoins qui n'étaient pas encore couverts. Une information importante sur la ville de Cannes, qui a souvent une image qui ne correspond pas à sa réalité, parce que Cannes, pour beaucoup, c'est le festival de Cannes, c'est le glamour, c'est les paillettes. Or, c'est une ville où le taux de pauvreté est de 21%, c'est-à-dire 6 points au-dessus de la moyenne nationale, avec un QPV à 34%. Donc, il y a vraiment matière à travailler sur l'inclusion sociale de la jeunesse, qui est notre angle aujourd'hui, donc qui va de la petite enfance jusqu'à la grande adolescence. Et ce
ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une ville qui a 75 000 habitants, donc on est sur un territoire qui, comparé à d'autres, peut paraître un peu plus réduit, et l'agglomération, c'est 150 000 habitants. Donc cette fondation, lancée en 2017, a travaillé, j'ai eu 2 prédécesseurs très correctement, mais elle avait une problématique de changement d'échelle. Donc moi, j'ai été recrutée il y a 1 an et demi à peu près, avec pour mission de lever davantage de fonds. Bon. Donc une fois que cela a été dit, je me suis posé la question de comment est-ce que moi je peux faire mieux, toute chose étant égale par ailleurs. Il n'y avait aucune raison pour cela en fait. Donc j'ai commencé à faire un benchmark, et peut-être que je reviendrai peut-être tout à l'heure sur toute la démarche qui a été lancée dans ce cadre, et au programme CARA que nous avons mis en place actuellement. Merci beaucoup. Justement, dans vos pratiques, vous êtes tous les 3 délégués généraux de vos fondations respectives. Dans l'opérationnel, quels ont été pour vous les leviers, les bonnes pratiques, les bons acteurs, les bons réflexes qui ont fait que ça a fonctionné, des choses que vous voudriez partager? Moi, je veux bien continuer, si vous voulez prendre la parole. Donc, ce que j'ai, pour ce qui concerne donc la fondation Cannes, donc moi j'ai procédé à un benchmark. J'ai appelé d'autres fondations. En plus, je ne viens pas du milieu associatif. J'ai fait une reconversion professionnelle, donc j'apprends en même temps un métier. Donc j'ai appelé la fondation de Lille, j'ai appelé la fondation Dunkerque, j'ai appelé la fondation Orléans. Et grâce en fait à des échanges fructueux, à des partages d'expériences, j'ai abouti à une autre fondation et un institut de recherche qui s'appelle Break Poverty, et qui met à disposition d'acteurs comme nous une méthodologie à titre gracieux, c'est important de le souligner, qui permet, dont l'axe est la lutte contre la pauvreté, donc qui nous concernait particulièrement, avec 3 strates, la petite enfance, donc les enfants qui sont dans des familles monoparentales précaires, le décrochage scolaire et l'accès au premier emploi. La méthode est la suivante: établissement d'un diagnostic, donc que j'ai effectué en rassemblant des études qui existaient déjà sur le territoire, parce que ce dispositif est aussi intéressant dans le sens où il ne s'agit pas de rajouter une couche à un millefeuille, on utilise déjà ce qu'il y a sur le territoire. Donc un diagnostic est quantitatif et qualitatif. J'ai aussi mené des entretiens auprès des acteurs locaux principaux, une 20aine d'entretiens. Ce diagnostic permet d'identifier des besoins à adresser sur le territoire, et surtout de définir un public cible, c'est-à-dire pour la petite enfance, je sais que là j'ai plus le chiffre en tête, j'ai 231 enfants par exemple à Cannes qui sont dans des familles monoparentales précaires. Il y a 1940 jeunes qui sont en risque de décrochage scolaire, et il y a 574 enfants NEET, c'est-à-dire sans formation, sans emploi. Une fois qu'on a le public cible diagnostic, on va sourcer des associations. Donc cette phase-là, elle est aussi terminée. Donc des associations locales, mais également des associations nationales qui peuvent essaimer ou qui sont intéressées par un essaimage à Cannes. Certaines d'entre elles qu'on a retenues sont particulièrement intéressantes parce qu'elles vont venir sur le territoire, mais en formant des acteurs qui sont présents, et au bout de 3 ans, elles se retireront. Donc là, il y a une vraie transmission de compétences qui nous a semblé particulièrement intéressante. Tous les projets de CARA, le dispositif s'appelle CARA pour Cannes, il y en a 40 en France, dans d'autres territoires. Tous les projets doivent durer 3 ans. Ça aussi, c'était à mon arrivée. On travaillait, les administrateurs du COMEX ne travaillaient que sur des projets one-shot parce qu'ils ne voulaient pas retomber dans un système de subvention.
Et moi, de manière intuitive, je leur ai dit, mais enfin, si on travaille que sur du one-shot, c'est très difficile ensuite de mesurer l'impact. Et surtout, c'est très difficile d'aller chercher de nouveaux mécènes, parce que leur volonté, c'était d'élargir leur tour de table. Hein. Eux, ils sont là depuis 2017, ils sont solides, ils sont pérennes, mais ils aimeraient bien partager un peu la charge, ce qu'on comprend. Et j'ai perdu un peu le fil, j'en étais oui, aux associations. Donc ce sourcing est aujourd'hui terminé et on est dans la phase de mobilisation des entreprises sur des projets particuliers, sur ces 8 projets particuliers. J'ai ici un petit document qui s'appelle CARA, où vous avez toutes les informations, les projets, les dons qui sont nécessaires pour maintenir, pour pouvoir poursuivre ces projets. Mon contact. Donc, s'il y a des mécènes dans la salle qui sont intéressés par un essaimage sur la ville de Cannes, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et c'est important de mettre en lumière justement cette notion de diagnostic territorial parce qu'on l'a dit, une des caractéristiques majeures de la fondation territoriale, c'est qu'elle est multicause. Pourquoi elle est multicause? Avant tout, pour pouvoir répondre justement à ces besoins, comme on l'a dit, urgents et mouvants du territoire, et qui vont d'abord être identifiés par ces diagnostics et qui vont changer avec ce mouvement permanent qu'offre la société. Donc c'est vraiment un travail préalable nécessaire. Et c'est vrai que le fait de créer des partenariats avec notamment Break Poverty, qui a déjà quand même, qui met à disposition des outils, une méthodo, favorise largement ces pratiques. Je crois que vous êtes, Hélène, toi aussi, tu es porteuse de la DAT sur ta... Nous, on veut rentrer dans... On a été voir la fondation du Dunkerquois, Bordeaux Mécène, Moselle Mécène Solidaire et plusieurs structures pour voir un petit peu comment ils avaient mis en place Break Poverty, parce qu'effectivement, c'est un des outils qui permet de développer beaucoup plus la collecte et d'accompagner dans la durée et donc d'avoir de l'impact avec tout un suivi d'indicateurs. Donc, c'est très structurant pour une fondation territoriale. Nous, on s'est lancé sur 2 thématiques qui étaient l'alimentation de qualité pour tous et la mobilité pour tous, qui sont des vraies fragilités qui ressortent. On est signataire du pacte des solidarités sur notre territoire, et dans le diagnostic du pacte, ça ressortait. Donc on s'est lancé, on a fait des cycles avec des appels à projets avec l'ensemble de nos partenaires. Alors nos partenaires, ils sont très larges, hein. Ça va de la CRES à la TIS, à France Active. Enfin, on a été chercher toutes les parties prenantes au territoire et on construit tous les groupes de travail avec l'ensemble de ces acteurs. Et donc on a lancé des appels à projets, on a soutenu 23 associations depuis qu'on est créé, mais nous, on est un petit acteur, hein, parce qu'on a levé, en 18 mois, on avait levé 200 000 euros, et là, maintenant, on est peut-être à 250, 270, enfin, voilà. Mais en tout cas, on n'est pas que financeur des associations, on accompagne les associations, en particulier sur ces fondamentaux-là, hein, se déplacer, se nourrir, se loger. C'est des fondamentaux, elles sont en train de s'effondrer, il ne faut pas se voiler la face. Donc elles ont besoin énormément d'argent et elles ont besoin aussi qu'on les accompagne dans la refonte de leur modèle économique. Ça passera en partie par le mécénat, mais pas que. Et donc on leur crée un programme de formation et on les forme à la RSO, la mesure d'impact, la coopération territoriale. En fait, c'est quoi la coopération? C'est pas juste une collab, c'est comment on fait des choses ensemble et qu'est-ce qu'on peut mutualiser. Et en fait, la fondation territoriale, elle a cet intérêt-là. C'est comme elle agit à une échelle de territoire où on est tous à 1 heure ou 2 les uns des autres, c'est-à-dire qu'on peut les prendre ensemble, créer un parcours collectif et identifier aussi les mutualisations qu'il va y avoir sur des acteurs de l'aide alimentaire à l'échelle d'un territoire. Sur la mobilité, c'est pareil. Ils ont peut-être des besoins similaires. On va peut-être pouvoir développer quelque chose qui va leur faire gagner du temps et des ressources peut-être parce qu'on va mutualiser les choses. Et ça, c'est possible parce qu'on est cet acteur de proximité intermédiaire. Aujourd'hui, après, la difficulté, ça reste de financer toute l'ingénierie de catalyse qui est nécessaire à ça, en fait. Donc nous, on les finance, on les accompagne, on les met en réseau sur notre territoire parce qu'on fait plus de 10 événements par an pour connecter tous ces gens-là, les collectivités, les entreprises, les associations.
Et en plus, on les met en lumière parce qu'on a plein d'agences de com qui nous ont rejoints et du coup, on leur fait des vidéos, on essaye de les mettre en avant, on crée des portraits pour qu'ils soient connus. Parce que les associations, les petites, ne savent pas forcément toujours communiquer. Donc notre rôle, il est vraiment sur l'ensemble de ces champs-là. Comment je les mets tous ensemble, comment je les rends visibles et comment je les finance. Et donc, on est vraiment cet intermédiaire. Après, on est financé, nous, par des TPE-PME. On est passé de 8 mécènes à 50 mécènes aujourd'hui. Le mécénat d'une TPE-PME, ça reste 1200, 2000 euros. Ça commence à 500 euros. Enfin, voilà, c'est que ça rentre petit à petit dans les cultures. Il n'y a que 9% des entreprises qui font du mécénat. Donc, il faut les faire grandir sur ces notions-là, etc. C'est pour ça qu'on est obligé, dans notre phase d'émergence en particulier, d'aller chercher aussi des grandes fondations pour financer l'ingénierie de catalyse territoriale que l'on fait sur le territoire. Aujourd'hui, moi, j'en ai trouvé que 2. Des fondations, j'en ai sollicité plein, j'en ai trouvé que 2 qui comprennent cette ingénierie de proximité. Et c'est très important que vous compreniez ça, en fait. Cette ingénierie de proximité, elle ne peut pas se faire à des échelles de territoire trop larges parce que les associations, c'est un temps énorme déjà de consacrer du temps pour se mettre ensemble autour de la table et imaginer les mutualisations qu'elles vont pouvoir faire. Et c'est une partie de la réponse dans le modèle économique qu'elles doivent trouver demain. Et ça, ça a une valeur et je pense qu'il faut que les grandes fondations arrivent à comprendre ce que c'est que ce travail de proximité que l'on mène. Et voilà, donc moi, mon appel, il est vraiment essayer de comprendre ça. Alors après, il y a des territoires qui ont une maturité exceptionnelle et du coup, qui n'ont pas de charge. Nous, on paye la ressource que je suis. Donc on utilise une partie de la collecte pour payer la ressource que je suis. Quand on a un territoire qui a une super maturité et qu'on a du coup une implication avec du détachement de personnel ou du mécénat de compétences de grands groupes, c'est encore plus chouette. Parce que du coup, tout ce qu'on collecte, on peut le redistribuer. Nous, on n'en est pas à cette maturité-là. Ils sont à fond, ils trouvent tout génial. Mais on n'a pas encore cette maturité-là. À la fois, ça fait que 2 ans, il faut laisser le temps au temps, et ça va se faire. Mais en tout cas, voilà, moi, mon témoignage que je voulais apporter, c'est que, voilà, sur les leviers super, c'est qu'on est un acteur clé en main pour les petites TPE, et ça leur facilite le mécénat, en fait. On leur amène plein d'éléments, on structure une partie de leur argumentaire sur la RSE, sur plein de choses. Donc, du coup, elles découvrent de façon très structurante le mécénat. Et à la fois, la difficulté, c'est de faire comprendre à tous les acteurs de la philanthropie ce travail de proximité qu'on fait et qui a une valeur, je pense, dans l'accompagnement des difficultés des associations. Merci. C'est vrai que c'est un peu comme une externalisation, finalement, la direction de l'engagement des petites entreprises qui n'ont pas la ressource pour gérer toute cette ingénierie. Comme tu dis toi-même, vous êtes confrontés vous-même à aller financer ces catalyses. Et puis, il y a un vrai travail aussi dans vos fonctions. Donc, je trouve qu'il est important aussi de mettre en lumière le délégué général qui demande beaucoup d'agilité et cette hybridation un peu aussi de profil où il faut à la fois être très stratège, d'avoir une vraie vision et être aussi beaucoup dans l'opérationnel, avec, c'est souvent gérer l'aspect administratif, gestion, mais aussi communication, événementiel, aussi aller être le porte-parole, aller aussi trouver des mécènes, recruter des donateurs, mais aussi aller sourcer les associations du territoire qui font sens, le suivi de projet. Et tout ça, c'est dans une seule et même personne en général. Donc il faut avoir aussi conscience qu'il faut financer l'ingénierie, financer la coordination, donner les moyens à ces modèles de pouvoir agir, mais en aussi les structurant, en leur donnant de la ressource humaine. Et on le voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous répondez aux besoins des associations et vous souffrez vous-même de ces mêmes besoins, puisque vous êtes des formes de fondations abritées. Et vous mettez à disposition tous ces accompagnements extra-financiers dont ont vraiment besoin aujourd'hui les associations sur vos territoires. Donc on l'a vu avec des parcours de formation, des webinaires, des accompagnements dans les moyens, dans les logiciels, dans les fournitures, dans le coaching, dans la réécriture aussi des business models aujourd'hui des associations et dans la mutualisation. Et vous êtes des personnes qui font ça extrêmement bien sur les territoires. Donc, Isabelle, maintenant, je te laisse, toi, mettre en lumière peut-être des leviers qui ont été favorables. Oui, tout à fait. Donc moi, j'en vois principalement 3.
Donc, dans le cas de la Fondation du Nord, bien sûr, ce qui a été primordial, c'est le portage politique et l'investissement de la collectivité qui a cru et qui l'a même impulsé ce modèle et cette volonté de se créer. Donc, c'est vrai que sans cet appui et cet engagement de la collectivité, nous n'aurions pas le même impact. Donc, nous appuyons énormément sur les expertises du département, que ce soit des expertises thématiques, mais aussi territoriales. Donc, par exemple, quand nous composons les comités de sélection en amont de chacun des COMEX, on a à cœur d'aller chercher les professionnels ou de l'enfance ou de l'autonomie, etc., qui viennent donc apporter tout leur savoir et tout ça combiné avec le regard du monde de l'entreprise, qui a aussi d'autres codes de lecture, d'autres. Alors c'est très riche, justement ces deux mondes qui dialoguent et qui apportent leur regard et leurs avis. Ça fait parfois des beaux débats et c'est très chouette cette richesse de points de vue. Donc ça c'était donc le premier point. Donc pour pouvoir bien fédérer et avoir l'appui de la collectivité. Et nous, donc, du département, donc, on a à cœur de rendre compte régulièrement. Donc, tout ça, ça se fait dans la transparence devant nos instances de l'activité de la Fondation. Donc, nous avons mené une étude d'impact. Elle a été présentée devant notre Assemblée. Tous les ans, nous publions notre rapport d'activité que l'on présente et ça fait toujours des votes à l'unanimité. Donc, on a aussi dans nos instances la représentation de la diversité des tendances qui composent notre collectivité. Donc ça, je pense que c'est important parce que ça peut faire peur. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, c'était au départ, bien marketer, si je puis dire, les projets qu'on va retenir. Parce que quand on part dans le flou, vu l'étendue aussi des problématiques, que ce soit sur des périmètres comme ceux d'une ville ou ceux d'un département, il faut faire des choix sur les premiers projets soutenus et qui vont bien montrer ce qu'est notre envie d'agir et les résultats vers lesquels on veut tendre de notre structure. Donc bien repérer les projets. Donc nous, on a plusieurs modalités d'action. Donc on a le repérage en flux des projets qui émanent du territoire, donc ou par notre site internet ou par les membres du collectif eux-mêmes, que ce soit le département ou les entreprises, on nous amène des projets. On a le système de parrainage aussi au sein de notre fonctionnement pour pouvoir accompagner les projets et peut-être faire encore plus que l'aide financière qui est accordée. On a aussi, dans nos modalités d'action, la collaboration, donc le fait de travailler avec différents acteurs du territoire. Donc notre fondation abritante qui a aussi des outils, un réseau et qui nous met en connexion avec des projets. Alors c'est vrai qu'on a la chance au sein de notre fondation de pouvoir prendre des risques, de repérer des initiatives. Donc parfois on est sur vraiment des réponses innovantes à des problématiques et les acteurs qui les portent ne trouvent pas la possibilité de les faire financer ou de pouvoir amorcer leurs solutions dans le panel d'appel à projets ou de dispositifs de financement habituel. Donc là, c'est vrai qu'on peut tout à fait se permettre, c'est l'innovation qui veut ça, de prendre des risques et puis d'aller pousser des solutions qui se créent. Mais on peut aussi tout simplement favoriser l'essaimage de solutions qui ont été testées dans d'autres départements qui viennent s'implanter en Hauts-de-France. Donc ça, on l'a fait. Bon, je pense par exemple à un programme, à des projets pas loin d'ici, à Marc-en-Barœul, la Maison Lazare, donc qui est une colocation solidaire et qui existe à 2 pas d'ici et qui a pu se créer dans d'autres régions de France et qui est venu s'implanter en Hauts-de-France, donc que nous avons aidé.
Donc là, on est sur de l'implantation en France, de l'essaimage et aussi du passage à l'échelle. Donc c'est vrai qu'on ne cherche pas forcément à réinventer de nouvelles choses. Il y a tout simplement des modèles qui fonctionnent. Et nous, on a à cœur de faire en sorte, avec les acteurs qui sont dans notre écosystème, de leur offrir les meilleures conditions d'implantation et de développement. Et enfin, le dernier point, c'est donc jouer collectif. C'est la thématique de cette table ronde. C'est aussi notre slogan à la Fondation du Nord, jouons collectif. Ça passe aussi par la participation à des collectifs comme Oh les Jeunes, ça a été présenté hier, donc je vais pas revenir là-dessus, mais aussi la volonté de monter des appels à projets sous forme de mécénat collaboratif avec d'autres fondations. Donc essayer de ensemble agir sur des causes. Donc on l'a fait pour l'habitat inclusif avec la Fondation du Crédit Agricole et la Fondation des Notaires Hauts-de-France. On l'a fait pour le sport comme levier d'insertion des jeunes avec la Fondation du Sport Français et la Fondation Groupe EDF. Donc il s'agissait ensemble de préparer un appel à projet, de mettre en commun nos moyens, nos réseaux, nos expertises pour pouvoir agir de façon plus pertinente et avec un meilleur impact sur des causes qui nous touchent. Voilà. Merci. Est-ce que, Tania, vous voudriez partager un obstacle majeur que vous avez rencontré quand vous avez découvert justement ce monde des fondations territoriales ? Peut-être c'est moins la découverte du monde des fondations territoriales que le fait d'arriver dans un écosystème en fait que je connaissais pas du tout, c'est-à-dire je ne suis pas cannoise et c'est vrai que quand on travaille sur un territoire particulier, c'est très important de pouvoir descendre et de connaître très bien les acteurs. Donc moi je n'avais pas cette connaissance-là, donc ça a été tout un apprentissage, une adaptation, mais en même temps, ça peut être aussi un avantage, c'est-à-dire que ça donne aussi une liberté d'action, une liberté de proposition quand on est outsider. Merci. Alors, juste sur la notion de territoire, justement, c'est le département, hein, votre échelle. Et toi, Tania, c'est... Moi, c'est la ville. La ville. Stricto sensu, oui. Merci. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes dans la salle qui auraient envie de se lancer dans ces dynamiques justement de mécénat collectif en local ? Hélène. Mais je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont, en tout cas dans les grandes fondations, qui expérimentent le fait de faire des appels à projets ensemble, etc. Je pense que si vous êtes si vous voulez avoir de l'impact sur les territoires qui sont en grosse fragilité, la fondation territoriale, je pense que c'est vraiment un modèle très intéressant, mais effectivement qui nécessite d'arriver à mobiliser tout le collectif et toutes les parties prenantes du territoire. Mais ça reste un des leviers d'action majeurs pour soutenir les associations qui offrent des vraies solutions d'intérêt général à nos territoires. Donc, quand on regarde le rapport du CESE du 28 mai dernier, qui offre une typologie d'une vingtaine de solutions face à l'effondrement de nos associations, il y a notamment dit il faudrait qu'on crée un gros fonds national pour soutenir les associations. Moi, je pense que la fondation territoriale sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus en proximité pour pouvoir aider chacun des territoires qui a des disparités et qui n'ont pas les mêmes problématiques. Il y a un gros fonds national, un fonds de dotation nationale qui mettra un temps infini à se créer, même si c'est peut-être très bien et c'est une brique des solutions. Encore une fois, de toute façon, le modèle des associations, moi je suis au téléphone toutes les semaines avec des associations qui sont en très forte difficulté ou qui sont en train de fermer, et c'est comment que ça se passe en fait. Voilà, donc... si demain on veut avoir vraiment de l'impact et du soutien, peut-être qu'effectivement il faut aider massivement tout un tas d'associations, mais encore une fois, il y en a plein qui passent sous les radars. Il y a plein d'associations qui n'ont pas les ressources de pouvoir monter un dossier de financement. Donc les acteurs de proximité, comme les fondations territoriales,
on a aussi ce rôle d'accompagnement et d'étudier comment on va pouvoir mutualiser tout ça pour que ce soit... Enfin, moi, j'ai un mécène qui est vraiment venu dans nos instances, parce qu'on a le collège, le jury de sélection, il y a un collège avec les institutions, les collectivités, les citoyens, parce qu'on a des citoyens qui nous ont appelés en disant moi je veux en être aussi. Donc on a aussi vocation à demain on va faire de la levée de fonds citoyenne et aussi être un outil pour les citoyens et pas que pour les entreprises, parce qu'il faut aussi intéresser les salariés des entreprises. Et dans ce collège, après entreprise, j'ai un dirigeant qui me dit mais moi j'ai été effaré en fait de voir que il y a des dossiers qui sont géniaux, mais qui sont très mal expliqués parce qu'il n'y a pas la ressource en interne, en fait. Et elles ne partent pas toutes sur le même pied d'égalité. Comment on les aide à pouvoir avoir un soutien pour pouvoir défendre leur dossier, etc. Et donc, il y a des ponts super à faire avec le milieu de l'entreprise, de mécénat de compétences. Et encore une fois, je n'ai pas trouvé le modèle. Et on voit que voilà, cette année, on a perdu Probodolab et qu'il y a plein de choses. Et pourtant, voilà, les compétences en entreprise pour aider ces associations à argumenter leurs dossiers, etc., il y a quelque chose à tisser. Mais il faut qu'on y travaille. Et voilà, donc je pars dans plein de sujets. Mais en tout cas, je pense que la Fondation territoriale en proximité, elle analyse les besoins de son territoire et que c'est un super outil demain pour aider vraiment les associations et créer ces ponts. Et c'est grâce à cette proximité. Merci. Et qui crée des ponts entre savoir-faire et faire savoir. Et simplement, donc pour précision, dans le collectif de la Fondation du Nord, donc on a un cercle d'entreprises, certaines ont leur propre fondation. Donc, ce qu'on peut dire aussi par rapport à l'envie de s'engager du monde économique dans les fondations territoriales, ça peut être tout à fait complémentaire à l'action de leur propre fondation. Et là, il y a vraiment une action directe en proximité avec les territoires d'implantation. Hein. Donc, nous, on a des entreprises qui ont un développement international ou national, mais qui ont leur siège ou des usines sur le territoire et qui ont envie d'être en proximité avec les collectifs d'habitants, les associations qui proposent des projets très directement dans leur périmètre d'action et qui leur permettent aussi de mobiliser les collaborateurs. Donc, il y a vraiment, en ce qui concerne les volontés d'engagement des entreprises au sein de nos fondations territoriales, matière à vraiment faire sens avec l'engagement local des entreprises. Enfin, ça, c'est vraiment une grande chance qu'on puisse avoir ces entreprises engagées qui peuvent ou mettre en dons financiers, mais aussi en compétences, en nature. Ils ouvrent tout simplement les portes de leur entreprise. Hein. On n'oublie pas qu'on accompagne aussi de l'humain. Les projets qu'on soutient, c'est avoir un impact parce qu'on voit qu'on transforme les trajectoires de vie de femmes victimes de violences, d'enfants de l'aide sociale à l'enfance, de jeunes de l'aide sociale à l'enfance, pardon. Et quand les entreprises ont à cœur d'aller plus loin, d'ouvrir leurs portes, d'aider en proposant des stages, etc., bon, bah là, on se dit, voilà, c'est super, on continue l'histoire ensemble. Enfin, on voit qu'il y a vraiment une suite favorable qui peut être apportée grâce à ces engagements multiples des acteurs qui sont autour de la table. C'est vrai que c'est important de rappeler dans les impacts, c'est pas que des nombres de bénéficiaires, c'est aussi comment vous êtes des sculpteurs d'avenir et des transformateurs de vie sur vos territoires. Tania, je vais te laisser le mot de la fin. On a 2 petites minutes et après, comme ça, on va laisser les temps d'échange dans la salle. Alors, c'est vrai que le temps passe très vite. On aura envie de vous écouter. En plus, vous faites ça tellement bien pendant des heures, mais on a un planning à respecter. Tania. Alors, rapidement, donc, la question c'était que dire à ceux qui veulent se lancer, hein, c'est ça ? Moi, je dirais tout simplement de ne pas hésiter à communiquer, à appeler d'autres acteurs. C'est un peu ce que j'ai fait. Régulièrement, je suis contactée par des collectivités de formes diverses qui m'appellent pour savoir un petit peu comment fonctionne la fondation, comment elle a été créée, quelles sont les difficultés, et je réponds très volontiers. Et quand j'ai fait moi-même cette démarche, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai été vraiment très bien accueillie par les acteurs
acteurs que j'ai contactés. Donc ça, pour moi, c'est une ressource primordiale. Je rajouterai aussi peut-être, tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais je pense que c'est important pour les fondations, c'est la communication. Je parlais de l'image par exemple de Cannes qui correspond pas à ce qu'est la ville. Là, je suis, en plus de Cara, donc je suis en train de retravailler la communication en lien évidemment avec la ville, pour qu'on ait une image qui soit non pas celle de Cannes dans la tête du grand public et même en dehors de la ville et de France, mais qui corresponde en fait à notre action et à la situation du territoire. Merci. Merci. 10h45, on est parfait. Du coup, on va passer dans la salle pour laisser place aux questions. Vous avez Anita par là, qui est avec un micro, et je crois qu'il y a Julie aussi. Soyez pas timide. Alors c'est vrai que nous, on ne vous voit pas bien avec le... Bonjour, Florian Covelli, Institut français du monde associatif. Nous, notre mission, c'est de répondre à des questions qu'on se pose, des besoins de connaissances. Benjamin disait tout à l'heure, un territoire, ça n'a pas d'existence, mais disons parce qu'il y a des territoires. Et nous, ce qu'on identifie, c'est qu'un territoire, ça n'a pas d'existence aussi parce qu'on ne sait pas comment ça se fabrique, un territoire, et on ne connaît pas le rôle des associations et des fondations dans la fabrique de ces territoires. C'est un enjeu de connaissance. Et donc, par défaut, un territoire, c'est un territoire de financement public. Voilà, la mairie, le département, la région. Il y avait une chercheuse, Lucille Manoury, qui travaillait sur ce sujet, sur la philanthropie territoriale, et malheureusement, depuis sa disparition, la recherche est orpheline sur cette question-là. Ça, c'est une première observation. Et il y a en particulier, nous, un sujet de connaissance qu'on a identifié à l'Institut, c'est comment on passe du collectif à faire en commun. Et on identifie bien comment les associations et les fondations sur des territoires soutiennent des projets collectifs individuellement, mais on ne sait pas encore comment elles peuvent ou elles articulent les projets collectifs pour faire en commun. Et ça, c'est un sujet de connaissance important parce que le faire en commun, c'est certainement là où on fabrique du territoire. Donc de là, deux questions. Une question pour les fondations territoriales. Comment est-ce que peut-être vous avez des expériences, vous pouvez témoigner de pas simplement le financement de projets collectifs, mais comment on finance des écosystèmes territoriaux, première question. Et puis question pour, alors je ne sais pas si les premiers intervenants vont revenir sur scène, mais en tout cas j'aurais aimé savoir aussi comment est-ce qu'on peut relancer la recherche sur ce sujet important. Merci. On pourra redonner la parole à nos trois acteurs. Laquelle d'entre vous On peut redonner la parole, si vous voulez, aux membres de la coalition sur la question de... Pardon, est-ce qu'on peut préciser un peu la question ? Parce que c'est peut-être un peu vague, c'est pour ça qu'on a du mal à répondre, je pense. Et sur la première question... il y a une dimension qui est de soutenir des projets individuellement qui font du bien au territoire. Mais je vais prendre un exemple sur la transition écologique. On voit bien comment les associations ont cette capacité à passer de l'individuel au collectif. Individuel, je trie mes déchets. Collectif, je suis une association de promeneurs, une association environnementaliste. Donc je vais porter un projet collectif en matière de transition écologique sur mon territoire. Mais quand sur un territoire, il y a des promeneurs, des chasseurs et des environnementalistes, ça fait du collectif, mais ça ne fait pas du commun. Et donc le commun, c'est l'articulation entre les projets collectifs. Et donc comment est-ce qu'en tant que fondation territoriale, on peut aussi être amené à soutenir de l'écosystème territorial. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais je ne saurais pas l'expliquer. Comment on passe du collectif à la coopération ? Mais en l'occurrence, moi, ce que j'expliquais dans les dispositifs d'accompagnement qu'on porte, parce qu'en fait, on collecte des fonds, on les redistribue, mais on est aussi opérateur de programmes d'accompagnement. Et ces programmes, l'idée, c'est d'accompagner, d'identifier les mutualisations possibles entre les acteurs. Et donc, on finance en fait tout cet accompagnement pour essayer de se dire, bon, ouais, ok, au nord du département, vous faites ça comme ça en matière d'aide alimentaire, au sud, c'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin commun, des synergies, des mutualisations ou des choses que vous pourriez faire en commun, en fait? Et c'est parce qu'on les met autour de la table sur une échelle de territoire à taille humaine, en fait, qu'on arrive à pouvoir identifier ces mutualisations possibles. Maintenant,
je pense que derrière votre question, il y avait aussi toute la partie recherche du poids des associations réelles, de ce qu'elles portent et des missions aussi. Il y a aussi tout ce qui est... Enfin, essayer de valoriser en fait ce qu'elles font. Il n'y a pas que la mutualisation, mais valoriser en quoi elles contribuent à la société. Et on en a parlé aussi un petit peu hier. mais effectivement, aujourd'hui, on a trop peu de données pour se dire, OK, on sait que les associations, c'est le ciment sociétal de notre société sur lequel on construit tout un tas de choses, sur lequel les pouvoirs publics, on a détaché des missions de service public aux associations, enfin l'aide alimentaire pour ne pas la nommer, des dizaines d'années que c'est les associations qui le portent. Donc quel poids et quel poids elles ont vraiment dans chaque territoire, et qu'est-ce qui se passerait si elles n'étaient pas là. Et ça, c'est un problème de recherche dont on pourrait avoir besoin. Julie, je vais répondre donc à Cécile Roy de la Fondation de France au titre de la coalition. Nous, pourquoi on s'est aussi rassemblés entre acteurs pour promouvoir ce modèle auquel on croit de fondation territoriale, c'est justement pour partager nos expériences, pour partager aussi justement sur la recherche, comment on peut documenter cette dynamique, comment justement faire lien, faire coopération, cette catalyse territoriale, pour reprendre le mot, ou cette ingénierie territoriale, voilà, elle favorise les coopérations entre acteurs qui n'ont pas l'habitude de coopérer, qui sont voilà, des entreprises, le public, le privé. Donc c'est aussi cette occasion-là de partager et effectivement dans nos programmes. Par exemple, à la Fondation de France, on a vraiment à cœur d'avoir aussi la recherche et la recherche publique ou la recherche associative, participative, émanant aussi des territoires, pour documenter cette dynamique. Donc, il ne faut pas du tout l'exclure, il faut l'avoir aussi à long terme. On accompagne sur le long terme pour voir ces dynamiques. 25 fondations territoriales, c'est encore peu, mais c'est grâce aussi à l'accompagnement d'acteurs pour documenter ce processus qui est en train d'être là. Merci Cécile. Je poursuis ta réponse si tu veux bien. L'intérêt d'une coalition, c'est que c'est au moins un endroit où on se parle pour savoir qui fait quoi. Alors, on n'est pas toujours complètement d'accord entre nous, même si on est largement d'accord. Mais au moins, ça permet de savoir un peu où on en est les uns les autres. Sur la question de la recherche sur les fondations et territoires, le Centre français des fondations en a fait pendant longtemps. On avait donc Lucie Manori qui nous a quittés et la publication qu'on a fait en janvier 2025 est le résultat de 3 ans de travaux. Vous pouvez encore une fois la consulter sur notre site internet. Ce qu'on s'est dit pour la suite, c'est que nous, Centre français des fondations, c'est peut-être plus exactement notre travail de continuer la recherche sur le sujet. On est plus, nous, dans une posture où notre mission, c'est de faire de plaidoyer de ce qui se fait déjà, d'aller voir les élus locaux, d'essayer de faire en sorte que ça pousse, que ça grandisse sur les territoires et ensuite de lui donner de la visibilité. On est moins dans un travail de recherche et on n'est pas non plus, nous, dans un travail d'opérationnalisation. Ça, c'est le rôle des fondations abritantes, c'est le rôle des fondations territoriales. On n'est pas non plus dans un travail d'ingénierie, ça c'est complètement leur métier. Et je partage les difficultés qu'il peut y avoir de temps en temps à faire comprendre l'intérêt de financer toute cette mécanique d'ingénierie. J'y rajouterai aussi la mesure d'impact, qui n'est pas toujours complètement évidente à expliquer et à faire financer. Ceci étant dit, je pense qu'on voit bien là que ce qui émerge, c'est un potentiel d'innovation territorialisé, extrêmement souple, extrêmement adaptable. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Ce serait vraiment dommage de ne pas réussir à mobiliser de la recherche sur le sujet. Voilà, pour essayer de savoir précisément ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a des fondations territoriales qui cartonnent, on en a d'autres où ça patine un peu. Essayons de voir ce qui se passe
Et là, la recherche peut être très aidante sur le sujet. Donc nous, côté CFF, notre posture, c'est de dire on ne va pas le prendre en propre, nous, parce que c'est peut-être plus exactement notre cœur d'action, mais on travaille avec l'IFMA et on soutient l'IFMA dans cette idée qui est de dire il faut poursuivre la recherche sur la dimension territoire et fondation pour justement profiter de ce qui est en train de se passer et capitaliser sur ce qui est en œuvre. Merci. Juste pour compléter sur une note quand même positive, il y a énormément de choses qui existent et qui se font, et des belles initiatives qui éclosent aussi. Je pense notamment à l'Institut Terram qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, qui sort des analyses et des études très intéressantes, je trouve, sur le sujet. On a la Fondation des territoires aussi, alors qui n'est pas représentée aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu venir, Charles-Benoît Hansec, mais qui travaille aussi là-dessus, et aussi sur les dynamiques dans le temps long et la concrétisation de dynamiques collectives sur les territoires. Et puis on a aussi des groupes privés qui commencent à s'intéresser à ça. Je pense notamment à Stan qui a créé en territoire, qui est une dynamique que je trouve hyper intéressante et qui crée aussi des coalitions entre Paris et les territoires et entre les territoires entre eux. Donc ne soyons pas trop pessimistes, il y a aussi beaucoup de choses qui commencent à voir le jour. Je vais faire une réponse. Je suis d'accord, il existe des choses dans le domaine de la recherche qui existent. Moi, là, c'est un témoignage, et je ne parle pas au nom de la coalition, mais au nom de la Fondation de Lille. C'est que nous, il a fallu qu'il y ait une fondation internationale pour qu'on ait un financement pour travailler sur le développement des fondations territoriales en France. Depuis 2008, la Fondation de Lille travaille sur ce sujet, alors évidemment avec tous les acteurs qui sont là, mais on le fait sur notre temps. On n'a pas de financement, donc ça ralentit évidemment la recherche pour les bonnes pratiques, etc. Et je trouve dommage effectivement qu'il n'y ait pas suffisamment de financement qui se débloque pour de l'innovation territoriale. Alors peut-être, on ne l'a pas encore dit, mais les fondations font partie de la famille de l'ESS. Alors peut-être qu'il manque la recherche et développement dans le monde de l'ESS, c'est moins développé, je pense. Je parle sous votre contrôle, et c'est quelque chose qu'il faudrait absolument développer. Les témoignages des fondations, ils font un travail formidable chacune. C'est bien d'avoir. On n'est plus dans le concept de la fondation territoriale, on est dans le concret, et chacune d'entre elles ont soulevé des problèmes. Hélène qui parlait du financement de l'ingénierie territoriale. Parce que quand vous passez du temps à aller voir les collectivités, les associations sur le territoire, à essayer de regrouper des datas pour faire du diagnostic, etc., ça prend du temps. Et chez les financeurs, ça s'appelle des frais de gestion. Et nous, quand on abrite en tant que fondation abritante, on a des fondations abritées, on doit faire attention à l'équilibre des dépenses, et si ça passe pour des frais de gestion, alors si je dis qu'à la fondation de la Vienne ou la fondation territoriale de Loire-Atlantique, il y a 40% qui va à l'ingénierie et aux frais de gestion, etc., chez les financeurs, ils ne comprennent pas ça. Et il faut absolument qu'on arrive à démontrer l'importance de l'ingénierie territoriale. En plus, Perle, tu as aussi pointé du doigt quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau métier aussi. Donc il y aura une réflexion à avoir sur les ressources humaines au sein des fondations territoriales, parce qu'elles sont là à 3 et elles ne doivent pas avoir beaucoup d'aide. Il y a des bénévoles. Tania dit je suis toute seule, ben oui. Et elles font un travail considérable, mais ça veut dire des qualités humaines derrière qui sont incroyables. On ne parle pas à une collectivité comme on parle à une entreprise ou à une association. Mais ça, on ne le prend pas en compte. Et j'espère que ça va bouger un peu. Alors, tu as donné un peu d'espoir, Timothée, mais il faudrait que dans le domaine de l'ESS, on puisse développer davantage les financements pour la recherche et développement et les recherches-actions. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une petite question dernière? Tu vas avoir l'embarras du choix, là. J'en ai une ici. La proximité, c'est le maître mot. Bon, désolé pour ceux qui voulaient poser des questions. Donc, Patrick Longchamp, je suis intervenu hier en tant que délégué général de la fondation, du fonds de dotation du Vendée Globe, mais je vais prendre mon autre casquette qui est celle d'observateur, puisque je suis aussi créateur de contenu audio
dédié aux 17 objectifs du développement durable. Et je travaille la question du collectif dans le mécénat avec Charles Benoît-Etzik au travers d'un très joli podcast qui s'appelle « Comment vas-tu bien la planète ?». Le dernier étant sorti il y a quelques jours. Ça, c'est pour la partie pub. Mais j'avais deux choses à vous dire. La première, c'est qu'on n'a pas du tout parlé, et je sais que c'est un des sujets qui est abordé souvent dans la question du Faire Alliance, c'est la question de la place de l'académique dans les alliances territoriales, et en effet de la question de la recherche que vous abordiez. C'est aussi une possibilité de travailler avec le tissu académique qui se trouve dans les territoires et qui ont aussi, eux, des chaires qui peuvent accompagner le travail des fondations territoriales. Donc comment est-ce qu'il se place, à vous trois qui êtes là assises, comment se place la question de l'académique dans votre réflexion stratégique ? Et puis le deuxième point, qui est mon côté peut-être un petit peu entrepreneur, c'est se dire aussi que vos fondations territoriales et nos fondations en règle générale, on est aussi quelque part, même si on n'en est pas dans les statuts des entreprises, mais la réflexion, elle doit être une stratégie entrepreneuriale et pas des mises bout à bout de un peu de com, un peu de mécénat, un peu de etc. Et qu'il y a une réflexion peut-être entrepreneuriale de stratégie globale à penser aussi et à se positionner comme ça. Donc ma question, c'était plutôt la place de l'académique dans les fondations territoriales. Alors, oui, j'y vais. Oui, allez, j'y vais. Alors nous, c'est vrai on s'appuie beaucoup aussi sur les outils et les webinaires et les orientations que notre fondation abritante peut nous apporter. Donc la Coalition des territoires propose aussi des échanges à rythme régulier depuis 2 ans où on s'inspire, on se nourrit aussi des études, des tendances et donc de ces apports de contenu et de ces outils qui nous sont proposés. Nous, on s'est surtout posé la question de l'impact de notre action qu'on a mesuré donc, il y a 2 ans grâce à un cabinet extérieur et qui nous a permis ensuite de construire notre feuille de route pour structurer notre action, vérifier la pertinence de ce qu'on avait mis en place, moduler selon les effets recherchés. Donc on est plutôt parti sur l'analyse de notre propre à 5 ans activité pour pouvoir se projeter dans une feuille de route structurée. Moi, nous, on est tout jeunes. Hein. Je suis encore qu'à mi-temps, 3 jours semaine. Enfin, tout ce que je vous raconte, c'est une ressource, 3 jours semaine. Donc, en fait, on a la chaire Terre ESS à Bordeaux, Timothée Duverger, Marilyn Philippi, qui travaille sur la responsabilité territoriale de l'entreprise. On se voit, on s'est dit, mais il faut qu'on bosse ensemble. On a aussi à l'université de Poitiers des gens qui travaillent sur l'économie des territoires et toutes ces dynamiques-là. Ça fait partie de ce qu'on veut adresser, qu'on s'est mis dans notre feuille de route, mais qu'on n'a pas le temps et qu'on n'arrive pas à financer, parce qu'encore, c'est encore une fois du temps pour collaborer ensemble, travailler des synergies, rentrer dans leur programme d'expérimentation, être un territoire expérimental dans leur programme de recherche à eux. Et en fait, mais on adorerait, en fait. C'est pas le sujet, c'est que c'est encore une fois, c'est une question de financement aussi et de temps disponible. Comment on arrive à mettre tout ça en place, mais on y viendra. Patrick, je t'appellerai, on y viendra. Mais là, en fait, nous, on attend beaucoup de la DAT, parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question sur Break Poverty. Donc les jeunes, c'est un vrai sujet chez nous. C'est 28,7% des jeunes de moins de 30 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté versus 22,5% en France. Donc vrai sujet. On va rentrer normalement, mais il faut qu'on étoffe un peu les ressources, mais dans la DAT. Et là, la DAT sur la jeunesse, on va embarquer le monde universitaire, le rectorat. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de rentrer beaucoup plus large et aussi de rentrer dans un programme où on va un petit peu prendre du temps de recherche, quoi. Enfin, pas juste de l'étude, mais qu'on ait des acteurs qui puissent analyser plus en profondeur le sujet. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir aller plus en profondeur maintenant. Mais c'est dommage, parce que moi je trouve que quand il y a des... Mais je sais bien, mais tu prêches une convaincue, Hélène. Mais tu les as repérés, donc tu vas aller les retrouver. Alors je ne sais pas quelle est la suite du programme, mais vous l'avez devant vous. Ben voilà, c'est la pause café.
C'est l'heure de la pause. Café, mais s'il y en a qui veulent venir poser des questions là, voilà. On peut rester là 2 secondes. Merci à toutes.